La Cour pénale internationale, la CPI, un pilier de la justice mondiale, connaît des pressions sans précédent. Ce tribunal de pacotille est politisé. Son obsession est de mener une chasse aux sorcières contre Israël et les États-Unis. Depuis 2002, cette institution judiciaire a pour mission de juger les hauts responsables politiques, notamment pour crimes de guerre. Son action s'étend jusqu'aux dirigeants les plus puissants du monde encore en exercice. Une action qui expose les juges à de lourdes conséquences. Même si on contrarie, on ne devrait jamais nous mettre sur la même liste que les terroristes ou les trafiquants de drogue. Cela signifie que la Cour pénale internationale fait peur. Et donc si elle fait peur, c'est bien qu'il y a un risque qu'elle soit efficace. Quel rôle pour la CPI aujourd'hui et pourquoi est-elle mise en cause ? C'est ici, à La Haye, la capitale administrative des Pays-Bas, que siège cette institution permanente qui lutte contre l'impunité. À l'intérieur sont jugés des individus suspectés de crimes de guerre, de génocide, de crimes contre l'humanité et de crimes d'agression. Face à eux, 21 magistrats. Il y a le procureur britannique Karim Khan, ses 2 adjoints et les juges, dont la japonaise Tomoko Akane ou encore le français Nicolas Guillou. Aujourd'hui, plus de la moitié sont sous sanctions américaines. Nous ne pouvons pas permettre à des bureaucrates de prendre des décisions sur ce que nous faisons et d'avoir cette autorité. Ce que reproche l'administration Trump à ses juges, c'est de toucher de trop près à ses intérêts. En mai 2024, la CPI demande l'émission d'un mandat d'arrêt contre son proche allié, le Premier ministre israélien, et son ministre de la Défense. Mon bureau accuse Netanyahou et Galland d'être les co-auteurs et les supérieurs hiérarchiques de crimes présumés. Israël, comme tous les États, a le droit de défendre sa population. Il a tout à fait le droit d'assurer le retour des otages qui ont été pris de manière criminelle et sans état d'âme. Ces droits ne dispensent toutefois pas Israël de son obligation de se conformer au droit humanitaire international. Pour émettre ce mandat d'arrêt contre un chef d'État en exercice, la Cour s'appuie sur le traité de Rome. Ce traité institue un principe. Devant la CPI, il n'y a pas d'immunité possible. En France, par exemple, le président de la République ne peut pas être poursuivi pénalement pour les actes commis dans l'exercice de ses fonctions. Malgré tout, s'il commettait un crime qui relève de la compétence de la CPI, la Cour pénale internationale pourrait le juger parce qu'il est prévu qu'elle est de cette manière-là supérieure aux ordres internes. Il n'y a pas d'immunité. La CPI s'appuie aussi sur un autre principe. Sa juridiction protège les États signataires du traité de Rome. La Palestine fait partie de ces États. La Cour a donc juridiction pour juger des crimes commis à Gaza. À partir du moment où un État, même qui conteste très fortement la compétence de la Cour, agresse un État signataire de la Cour, eh bien, ces hauts dirigeants se soumettent de fait à la juridiction de la Cour. C'est comme cela qu'on peut avoir un Israélien qui a toujours contesté la Cour pénale internationale, mis en cause parce qu'il a attaqué l'autorité palestinienne qui a ratifié le statut de la Cour. C'est aussi la 2e fois de son histoire que la CPI émet un mandat d'arrêt contre un dirigeant d'une puissance nucléaire. En mars 2023, c'était le cas de Vladimir Poutine. Un tournant pour l'institution accusée jusqu'alors de juger uniquement des dirigeants africains. Cela s'expliquait par le fait que les Africains s'étaient saisis de la Cour pénale internationale. C'est eux qui avaient transmis les dossiers. Mais il n'empêche que cela faisait une impression quand même d'être centré sur un seul continent et on pouvait même entendre des accusations de racisme. Donc là, avec ce mandat d'arrêt émis contre Vladimir Poutine, suivi par celui contre Benyamin Netanyahou, on se rend compte que la Cour élargit vraiment sa sphère continentale. Cette extension va de pair avec des conflits de plus en plus proches de l'Union européenne et au cœur du Moyen-Orient. En revanche, elle ne s'accompagne pas de nouvelles prérogatives pour la CPI qui restent limitées. Sur le papier, c'est flagrant. En bleu, voici les 125 pays signataires. En orange, les 34 affaires ouvertes par la Cour dans 17 pays. Depuis 2002, 65 individus ont été placés sous mandat d'arrêt, dont 4 chefs d'État en exercice.
L'ancien président du Soudan, Omar el-Béchir, suspecté de crimes contre l'humanité, en fuite. Muammar Kadhafi, décédé avant le jugement. Et désormais Vladimir Poutine et Benyamin Netanyahou. Mais au total, seules 18 personnes ont effectivement été jugées. Le bilan, par contre, est assez mauvais, il faut le dire. À la fois, on a donné une puissance à cette justice d'émettre ce type de mandat d'arrêt qui était impensable avant, poursuivre des chefs d'État, et en même temps, on lui a bloqué ce pouvoir en la rendant dépendante des autres États pour l'arrestation, pour le transfert. Elle ne peut rien faire par elle-même. Boutcha, à côté de Kiev, avril 2022, 2 mois après l'invasion russe. Des centaines de corps de civils sont découverts dans les rues de cette ville, un massacre imputé à l'armée russe. Le procureur de la CPI se rend sur place. Chaque individu, en particulier civil, a des droits dans la guerre. Nous devons parler pour eux et leur assurer que nous allons faire la lumière sur ce qu'il s'est passé. Les juges décideront qui est responsable. Pour le décider, la Cour pénale internationale a dû ouvrir une enquête et rassembler des preuves. Des équipes dédiées réparties sur l'ensemble du territoire ukrainien les ont collectées. Crimes de guerre, massacres, déportation d'enfants vers la Russie. Il faudra attendre 1 an avant que Vladimir Poutine soit placé sous mandat d'arrêt. Pour cela, toutes les conditions ont dû être réunies. Premièrement, la Cour a dû s'assurer qu'elle était la seule à pouvoir l'arrêter. En réalité, la Cour pénale internationale n'a pas la primauté. Ce n'est pas elle qui va juger en premier lieu. Elle ne juge que si les juridictions nationales sont incapables ou sont empêchées d'agir. Deuxièmement, elle a dû cibler pourquoi elle arrêtait Poutine. Pour avoir décidé dans ce bureau d'envahir l'Ukraine, le crime d'agression par excellence ? Impossible, car ce dernier ne peut être imputé que si les 2 États font partie de la CPI, ce qui n'est pas le cas de la Russie. La Cour a donc suspecté Vladimir Poutine d'un seul crime, la déportation d'enfants, ce qui limite les charges. Enfin, ce mandat d'arrêt ne signifie pas que Vladimir Poutine se retrouvera derrière ses barreaux dans le quartier pénitentiaire de La Haye. C'est seulement une première étape. Le mandat d'arrêt n'implique pas nécessairement une détention. Le mandat d'arrêt implique nécessairement un transfert à La Haye, à la Cour pénale internationale, qui va déterminer si oui ou non il incombe de placer en détention la personne. Donc finalement, c'est plutôt une obligation de transfèrement à la Cour pénale internationale à partir du moment où il y a ce mandat d'arrêt. Ça, c'est le cas où le dirigeant est arrêté. Mais sans armée ni police, la CPI dépend du bon vouloir des États. Le mandat d'arrêt a donc un impact différent qu'on s'appelle Vladimir Poutine ou Benyamin Netanyahou. Pour Vladimir Poutine, il limite bien ses déplacements, même si lui est persuadé du contraire. Contourner un problème de ce genre est très facile, extrêmement facile. Il suffit de signer un accord intergouvernemental et la compétence de la Cour pénale internationale sera limitée. Vladimir Poutine a été invité officiellement par les autorités politiques, je le dis dans le désordre, d'Afrique du Sud, du Mexique, du Brésil, à venir sur leur territoire pour des réunions internationales. Et à chaque fois, Vladimir Poutine s'est vu promettre qu'il ne serait pas inquiété par la justice. Et à chaque fois, Vladimir Poutine a annoncé qu'il se rendrait à ces réunions. Et puis, à chaque fois, quelques heures ou quelques jours avant, il a finalement décliné l'invitation et annonçant qu'il serait en visio. Pourquoi ? Parce qu'il savait qu'il risquait d'être interpellé. Benyamin Netanyahou, lui, a plus de facilité. En février 2025, Friedrich Merz, qui vient de gagner les législatives en Allemagne, assure qu'il sera toujours le bienvenu. Je crois qu'il est tout à fait absurde de penser qu'un Premier ministre israélien ne peut pas se rendre ici. Il pourra visiter l'Allemagne. Viktor Orban, le Premier ministre hongrois, décide lui d'inviter son homologue israélien en Hongrie. Nous n'avons pas le choix, nous devons défier cette décision. Ce qui provoque la colère de Josep Borrell, alors haut représentant de l'Union européenne. Ce que je peux dire, c'est que les mandats d'arrêt émis par la Cour doivent être mis en œuvre. Et que cela vaut aussi pour la Hongrie, comme pour tous les États membres de l'Union européenne.
Et s'ils ne le font pas, une affaire judiciaire sera ouverte contre eux pour non-respect de leurs obligations légales. Pas de quoi effrayer Viktor Orban, qui invite Benjamin Netanyahou en avril 2025 en Hongrie et annonce le retrait de son pays de la CPI. Alors que les guerres se poursuivent, la Cour perd en légitimité, d'autant que ses juges sont de plus en plus attaqués. La présidente de la CPI, Tomoko Akane, n'a pas de mots assez durs pour qualifier la situation de la Cour. La Cour a été victime d'attaques visant à saper sa légitimité et sa capacité à administrer la justice et à faire respecter le droit international et les droits fondamentaux par le biais de mesures coercitives, de menaces, de pression et d'actes de sabotage. Depuis les mandats d'arrêt contre Vladimir Poutine et Benjamin Netanyahou, les pressions exercées sont sans précédent, en particulier sur les magistrats. Il y a des gens qui ont démissionné de la Cour pénale internationale parce que ces sanctions ont un effet sur leur vie privée. Le travail est compliqué, même les ONG qui collaborent avec la CPI peuvent être sous sanction. Enfin, il y a vraiment une pression qui s'exerce très forte comme la Cour ne l'a jamais connue. Le procureur adjoint de la Cour en témoigne. Avec ces sanctions, la vérité c'est que toutes vos transactions, la plupart de vos transactions deviennent impossibles. Bon, à commencer par les cartes de crédit qui sont maintenant dans notre quotidien. Et vous savez que les cartes de crédit, quand vous dites Visa, Mastercard, American Express, il n'en reste plus. Autre élément qui affaiblit la Cour, un scandale dont elle se serait bien passée. Aujourd'hui, le procureur Karim Khan est mis en retrait car il fait l'objet d'une investigation pour harcèlement sexuel, une accusation qu'il conteste. L'irréprochabilité de la Cour s'en retrouve entachée. La légitimité des juges est donc attaquée, leurs paroles décrédibilisées. Avec eux, c'est le symbole d'un ordre mondial basé sur le droit qui est mis à mal. Dans ce contexte de guerre, les victimes ont pourtant plus que jamais besoin de justice.